y a une troisième voie d'explication qui est peut-être celle effectivement de la stupidité et de la bêtise. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle épidémie de bêtise qui s'étend depuis une trentaine d'années? On a une discipline qui devient une espèce de religion, de secte économique dans laquelle le goût de la vérité, la recherche de la vérité a disparu. Tout ce qui ne peut pas rentrer, autrement dit tout le réel qui ne peut pas rentrer dans ces équations, va être exclu. L'intelligence, c'est une boîte à outils. On peut s'en servir, on peut ne pas s'en servir et du coup devenir un abruti complet, voilà, alors qu'on est très intelligent. Autrement dit, on a du mal à comprendre et à admettre la bêtise des intelligents. Il n'a pas été fait pour découvrir la théorie de la relativité générale, notre cerveau. Il a été fait pour la survie, la reproduction. C'est au contraire un désavantage compétitif si vous êtes quelqu'un qui doute et qui se dit « Ah, mais peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison ». C'est pas comme ça que vous allez gagner dans un débat, dans une discussion. On le voit tous les jours dans les débats politiques. Hein. Bon, on néglige le fait qu'il peut y avoir aussi un inconscient de classe et qui résulte justement de ce biais égocentrique, c'est-à-dire du fait que spontanément, on a du mal à se mettre spontanément dans la place de quelqu'un qui ne partage absolument pas notre mode de vie, qui ne partage absolument pas notre condition. La manière dont nous allons raisonner, débattre et discuter va être entièrement tendue dans le but de gagner la compétition. Donc la compétition, ça rend con. Il faut regarder en face que le fait que notre système de parti de démocratie représentative est un système qui fonctionne à plein sur le biais égocentrique, sur le biais de confirmation, sur tous ces biais cognitifs et qui interdit l'intelligence collective. Jacques Généreux, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Alors, tu es un économiste, un membre du collectif des économistes atterrés et de l'Association française d'économie politique. Tu enseignes à Sciences Po depuis 40 ans et tu es l'auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation de l'économie, de manuels d'économie, mais aussi d'essais qui essaient justement de faire un lien entre l'économie et les sciences humaines. Tu viens de publier Quand la connerie prend le pouvoir, ton nouvel opus, qui creuse justement un sujet qui t'est cher, c'est le rôle de la bêtise humaine dans la pensée et dans notre système économique. Alors, première question justement qui illustre ce sujet-là. On est dans une démocratie représentative, donc normalement, la population peut désigner des représentants qui vont appliquer la politique que les gens souhaitent. Et on s'aperçoit qu'en pratique, c'est pas vraiment ce qui se passe, puisqu'on a des politiques économiques en particulier qui ne profitent pas au plus grand nombre, et voire même qui sont franchement refusées par une majorité de la population. Pourtant, dans un système où normalement, le plus grand nombre est censé décider de la politique qu'il veut. Donc on se dit, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui, selon toi, justement, fait qu'on est dans un système où l'intérêt général n'est plus défendu dans le système? Alors, en effet, il y a cette grande régression à partir des années, fin des années 70, années 80, avec le paradoxe que tu soulignes, qui est d'autant plus réel qu'en même temps, si on regarde ce qui s'est passé avant, déjà un peu pendant les Trente Glorieuses, mais surtout dans la fin de la période, on pourrait dire que du point de vue formel, il y a plutôt des progrès de la démocratie. On commence à parler de démocratie participative, d'intégration, participation, etc. Bon. Et donc, plus on parle de démocratie, plus avec, dans les années 80, l'effondrement du bloc communiste, plus la démocratie devient en quelque sorte le modèle, plus il y a de pays en Europe qui deviennent des pays démocratiques, et plus on va aller vers des politiques qui sont assez catastrophiques en fait pour le plus grand nombre et qui se font très très largement de plus en plus à l'avantage des plus aisés, des plus puissants et des plus riches, que montre très bien effectivement cette explosion des inégalités. Donc on a un système qui est fou, des politiques qui sont folles, qui sont contre-productives, même sur le plan économique, donc qui ne profitent vraiment qu'à une toute petite minorité de gens, et on est dans des démocraties où on peut virer finalement les gouvernements tous les 4 ou 5 ans, où le débat est libre, où la critique est libre, et donc on se dit mais comment est-ce possible? Et là, évidemment, il y a l'interprétation. Il y a plusieurs types d'interprétations. L'interprétation à cette question là
classique, par exemple, de la gauche, notamment la gauche à laquelle j'appartiens, tout le monde le sait, sur le plan intellectuel et pendant très longtemps sur le plan militant, il y a une grille de lecture assez classique qui dit, bah oui, mais c'est normal parce qu'on est dans un système de domination de classe et ce qu'on voit là, c'est simplement la victoire de la classe capitaliste, comme l'a dit Warren Buffett, hein, il y a toujours la lutte des classes, mais c'est nous les riches qui l'avons gagnée. Simplement, il faut examiner d'autres pistes parce que la piste, le capital a pris le pouvoir et il l'exerce, qui a sa part de vérité, la lutte des classes existe toujours, n'est pas suffisante. Le capital n'a pas d'armée. On est justement dans des démocraties. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on peut changer de gouvernement et de pouvoir. On est libre de voter. On n'est pas dans des pays où on subit une influence, des menaces ou des pressions si on ne vote pas comme il faut. On a encore cette liberté. On va dire, oui, mais les médias sont vendus aux riches, au capital. C'est vrai qu'il y a certains grands médias qui sont contrôlés par... Bon, mais ça ne veut pas dire aussi que toutes les rédactions au sein de ces grands médias sont complètement inféodées et sont des valets du capital. Et puis surtout, il n'y a pas que ça. On est dans un système où... Vous en êtes la preuve ici, mais c'est pas nouveau, ça fait quand même un moment, où il y a énormément de médias indépendants, que ce soit dans les médias traditionnels ou sur Internet. Et donc, dire que qui veut s'informer et avoir des informations plurielles pour s'informer sur le débat, entendre différents points de vue, analyses, etc., a accès à cette information. Bon. Et donc, je dis, il faut examiner les autres pistes. Les autres pistes qui ont été beaucoup exploitées, notamment par les mouvements altermondialistes, étaient de dire, outre la lutte des classes, c'était la disparition des marges de manœuvre. C'est-à-dire qu'un État national n'a plus les moyens d'agir dans cet univers de compétition mondiale. Alors certes, cet état de compétition mondiale lui-même est construit par la politique, mais on comprend bien qu'un pays tout seul ne peut pas changer à lui tout seul l'état de la politique mondiale. Mais même ça, parce qu'évidemment, ça part de vrai de la contrainte, mais ceci est vrai pour Chypre, c'est vrai pour le Burkina Faso, c'est pas vrai pour l'Allemagne, c'est pas vrai pour la France. Et c'est ce que je me suis attaché à montrer dans d'autres livres et dans mes engagements politiques. Un grand pays comme la France peut décider du jour au lendemain de mettre en place, en dérogation au droit européen, des contrôles à ses frontières contre les produits financiers toxiques, par exemple, qui seraient responsables de la crise des subprimes, des instruments financiers criminels qui déclenchent des catastrophes. On peut le faire. L'Union européenne, ce n'est pas le pacte de Varsovie. Il n'y a pas des chars d'assaut qui vont envahir la France parce qu'on n'aurait pas respecté une des clauses des traités européens. Tout ce qu'on risque, et même pas, on risque même pas ça pour ce genre d'action illégale. On risque même pas des amendes. Des amendes sont prévues. Ce que je veux dire, c'est que la politique, c'est des rapports de force en réalité, notamment quand on parle de grands États. Et regardez, le pacte de stabilité, il y a un déficit maximal. Bon, tout le monde, presque tout le monde, a violé cette clause, y compris l'Allemagne, hein, qui représente le modèle type de la rigueur budgétaire. Il n'y a jamais eu de sanctions contre aucun pays. On est dans le rapport de force. Donc l'idée qu'on a des marges de manœuvre limitées, je veux bien pour un petit pays. Donc il faut évacuer cette interprétation. Alors après, il en reste finalement une autre. Si ce n'est pas juste la domination brute des plus riches. Parce qu'on est dans une démocratie et où quand même, il faut bien que les gens soient d'accord. Si ce n'est pas le fait que ceux qui sont au pouvoir, de toute façon, ils ne peuvent pas parce que la contrainte internationale est trop forte. Il reste quoi? C'est peut-être que, alors si on peut, parce qu'il y a des moyens, on sait comment faire, on peut faire autrement et on ne le fait pas. Alors, on veut dire que vous examinez forcément la troisième piste, c'est que ceux qui gouvernent sont à la fois idiots et incompétents et donc ne font pas ce qu'il faut, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils croient vraiment que ce qu'ils font, c'est la bonne chose pour le pays et qu'il ne faut pas faire autrement, même si ça fait 30 ans qu'on fait la même chose et que ça ne marche pas, et que ceux qui votent pour eux et qui les soutiennent en pensant que ça va défendre leur intérêt, votent pour des gens qui font des politiques qui sont contraires à leur propre intérêt. Donc il faut explorer cette piste de la bêtise et de la stupidité. Et ne pas, comme le font beaucoup de mes camarades, intellectuels ou politiques, se réfugier en disant « oui, mais
pour ces braves gens qui votent, c'est parce qu'ils sont manipulés par les médias. À quoi je réponds? Oui, mais toi, camarade, ou toi, camarade professeur, tu n'es pas manipulé, toi. Tu n'as pas un cerveau différent d'Homo sapiens que celui des autres gens. Et donc, pourquoi on a dans la population une partie qui reste une population qui n'est pas manipulable, qui n'est pas manipulée, qui fait effort pour s'informer et qui essaie de voter vraiment en connaissance de cause, et une large partie de gens qui peuvent être manipulés par les médias. Donc, dire que ça s'explique par la manipulation des médias, ça veut dire qu'il faut explorer la question de savoir pourquoi des gens se laissent manipuler et d'autres pas. Ce qui me donne raison au moins sur ce point, qu'il faut explorer cette piste, qu'il y a une troisième voie d'explication qui est peut-être celle effectivement de la stupidité et de la bêtise. Et à partir du moment, il faudra se poser la question, quels sont les cadres et qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle épidémie de bêtises qui s'étend depuis une trentaine d'années? Cette chaîne YouTube ne vit que grâce aux abonnements. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre site www.elucide.media. Vous aurez accès à de nombreux contenus exclusifs et vous permettrez en plus à notre média de se développer. On compte sur vous. Ce que tu montres aussi, c'est que finalement, dans la théorie économique elle-même, les fondements théoriques de la science en fait, que tu enseignes montrent qu'il y a eu aussi une grosse évolution dans la pratique. Il y a de moins en moins de prise en compte du psychologique aussi. On essaye de formaliser mathématiquement les choses pour dire, bah, vous voyez, si c'est des mathématiques, bah, donc c'est la vérité et il n'y a pas d'alternative aux mathématiques. D'ailleurs, je te propose un graphe enfin une image qui est assez intéressante, qui montre ce qui est devenu la science économique. Ici, c'est à gauche un fameux livre de Keynes de 1936 sur la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt de la monnaie. Et en 2005, voilà, pareil, la science économique, voilà ce qu'elle est devenue. C'est pas une caricature, c'est plutôt représentatif. Enfin, tu me diras de ce qui se publie maintenant en économie, de ce qui se publie avant. Alors, c'est pas simple, Keynes, mais en tout cas, on peut le lire. On ne comprend pas tout des fois, mais on peut lire. Ici, on ne peut absolument plus le lire. Enfin, est-ce que justement cette science économique qui devient mathématique n'a pas pour but de créer des prérequis qui sont faux? Enfin, l'homme est rationnel, tu es obligé de simplifier. Puis, tu arrives à des conclusions qui t'arrangent, et après, tu dis, attendez, mes conclusions, elles viennent des maths, tu ne vas pas contredire les maths, donc il n'y a qu'une politique possible, d'où le Thatcher, le TINA dont tu parlais, finalement. Comment tu vois cette évolution de la science économique? Cette obsession de l'usage des mathématiques pour faire science et ne faire des choses qu'à partir du moment où ça peut être démontré mathématiquement, va introduire en effet quelque chose d'assez pervers, parce que ça va éloigner, si on compare à l'époque de Keynes, ça va éloigner en fait de la recherche de la vérité. Parce qu'il y a un moment où si on ne peut plus dire en économie, et imaginons si c'était le cas en droit, en sociologie, etc., si on ne peut plus dire en économie rien qui ne soit pas démontrable mathématiquement, forcément, il y a un moment où ça va rétrécir singulièrement le champ de ce que l'économie peut comprendre et expliquer. Alors, c'est ce qui s'est passé. Ce que j'ai décrit, moi, de manière littéraire tout à l'heure, c'est l'idée qu'on a un modèle économique qui dit c'est la quantité d'épargne disponible et de travail qui fait le développement. Et donc, si vous voulez faire quelque chose, trouvez des moyens de renforcer l'incitation à épargner et à travailler. Bon. Effectivement, ça s'appuie sur un modèle d'équilibre général déjà mathématique à l'époque, à la fin du 19e siècle, qui veut montrer mathématiquement que si on laisse faire, qu'il y a de la concurrence et que les gens sont rationnels, eh bien, vous aurez un équilibre général automatique. Le problème, c'est que tout ce modèle est faux. Et ça, on le sait, après, avec le temps, la rationalité telle qu'elle est pensée en sciences économiques, on sait que c'est faux, on sait que les gens ne sont pas rationnels en ce sens-là. Ça a été démontré par la psychologie, par l'anthropologie, ça a été démontré même au sein de la science économique par la nouvelle branche qu'on appelle l'économie comportementale, depuis les travaux de Kalman, Tversky dans les années 70, et de Richard Thaler ensuite, qui ont eu, pour les deux que j'ai cités, le prix Nobel, pseudo-Nobel d'économie. Donc on sait que les comportements ne sont pas rationnels en ce sens-là. Ces modèles supposent qu'il y a une concurrence parfaite de petits acteurs indépendants qui sont tous à égalité.
Ça existe dans quelques cas. Il y a quelques cas où de marché, effectivement, c'est plein de tout petites entreprises où chacune a de pouvoir et ne peut peser, où la concurrence est féroce. Bon, en gros, bon, ok. Mais C'est pas le CAC 40 en général. voilà, la réalité de l'économie moderne, c'est celle des oligopoles, des monopoles, des rapports de force. Et tout le monde sait bien en économie industrielle que ce n'est pas la concurrence pure et parfaite qui décide du fonctionnement des marchés, que ça ne marche pas comme ça. Bref, donc tout est faux là-dedans, dans ce modèle. Mais, ou dans n'importe quelle science véritable, il y a un moment donné où une piste ou un modèle dont on sait qu'il est faux, dont il est démontré par les autres sciences, comme au sein même de la science économique, que ce modèle est faux, que ces postulats sont faux, il y a un moment, on va aller vers un autre modèle. Et ce qui s'est passé en sciences économiques, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le modèle qui est devenu dominant dans les années 80-90 est un modèle qui repart de cette théorie de l'équilibre général mathématique parfaitement abstraite, qui était une pure abstraction, en rajoutant une couche énorme d'abstraction, en disant que c'est un équilibre dynamique, stochastique, intertemporel dans le futur, et que les gens ont des anticipations rationnelles. Ils ne sont pas seulement rationnels à un moment donné, mais ils savent bien à l'avance ce qui va se passer, ils comprennent tout le détail des effets d'une quelconque politique économique. Enfin bref, on va vers un modèle. Pourquoi ? Parce que on a une discipline qui devient une espèce de religion, de secte économique, dans laquelle le goût de la vérité, la recherche de la vérité a disparu. La seule chose qui compte, c'est de n'accepter des travaux, et donc du coup des étudiants, des doctorants ou des articles dans les revues scientifiques, que ceux qui permettent d'entrer dans le cadre de cette économie mathématique. Tout ce qui ne peut pas rentrer, autrement dit tout le réel qui ne peut pas rentrer dans ces équations, va être exclu. On va renvoyer ça à la psychologie, à la sociologie ou aux faux économistes qui s'occupent de l'économie réelle. Alors finalement, ça, c'est ce que tu appelles la connerie économique. Comment tu définirais un peu plus précisément le mot connerie? En quoi c'est différent d'erreur? Oui. Alors, justement, avant, en effet, de dire que la connerie, là, il faut, tu as raison, faire attention et bien préciser ce que je fais très, très précisément dans le livre. C'est pas juste un mot, c'est pas juste une insulte, c'est pas juste une grossièreté, ça n'est même pas du tout une grossièreté, c'est un terme qui va prendre un sens très précis. Ce qu'on a décrit là, c'est effectivement tous les symptômes quand même d'une immense stupidité, et qui a gagné, puisqu'on parle aussi du coup des théoriciens, non seulement les politiques, mais aussi ceux qui pensent les systèmes qu'on apprend dans les universités et qui forment les élites politiques. Alors, dans le chapitre du livre qui est consacré justement à la banalité de la bêtise, je vais préciser ce qu'il faut entendre par là. J'étais frappé de voir que les spécialistes, même des grandes publications internationales, ont beaucoup de mal à définir l'intelligence et la bêtise. Alors je dis, il y a au moins une chose qui ressort des travaux de la psychologie, dans lesquels le mot intelligence a fini par désigner la totalité de l'activité mentale, parce que vous avez l'intelligence pratique, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, l'intelligence calculatrice, rationnelle. Okay, bon, en gros, donc c'est un concept parfaitement vide, parce qu'il veut dire en fait l'ensemble des capacités intellectuelles du cerveau humain. Bon, très bien, mais du coup, il en ressort au moins un consensus, finalement, pour comprendre que l'intelligence, c'est ça, c'est un ensemble de capacités mentales. Mais donc, ça n'est pas que nous avons tous. Donc, il n'y a pas des gens intelligents et des gens pas intelligents. Hein, l'intelligence, comme on dit, il est intelligent. Personne n'est intelligent, comme personne, d'ailleurs, n'est bête. L'intelligence et la bêtise, ça n'est pas quelque chose que l'on est, et ce n'est pas de même nature. L'intelligence, c'est un ensemble de capacités que tous les humains ont. Voilà. C'est un ensemble de capacités intellectuelles, de réflexion, de recherche, de compréhension des émotions, des relations, etc., que nous avons. Certains ont peut-être quelques capacités cognitives un peu plus développées que les autres, mais enfin, la moyenne est à peu près la même pour tout le monde. Bon. La bêtise, ce n'est pas le contraire de l'intelligence, parce que souvent on croit, on dirait lui il est bête, il est intelligent. Non, la bêtise, ce n'est pas le contraire de l'intelligence. On est tous intelligents en ce sens qu'on a tous des capacités. La question, c'est de savoir comment on s'en sert de cette intelligence. Et donc ce que j'appelle la bêtise, c'est très précisément la suspension de l'effort
qui est nécessaire pour se servir de manière adéquate de son intelligence. L'intelligence, c'est une boîte à outils. On peut s'en servir, on peut ne pas s'en servir et du coup devenir un abruti complet, voilà, alors qu'on est très intelligent. Et donc la bêtise, c'est la suspension de l'effort, c'est l'arrêt de l'effort qui est nécessaire pour se servir de son intelligence. On fait ça tous les jours. Je dirais c'est la bêtise ordinaire et on le reconnaît, dire oh ben je suis bête ou je suis con, j'ai pas réfléchi, j'ai fait ça, mais c'est stupide parce que notre cerveau, on va sans doute en parler, il n'est pas spontanément fait pour ça, pour se poser des questions complexes, faire attention à tout. Il est fait pour d'autres fonctions beaucoup plus vitales. Bon, donc on a cette bêtise ordinaire nous tous les jours. Cette bêtise ordinaire qui fait qu'on n'a pas réfléchi, en général on la corrige. On s'aperçoit qu'on n'a pas fait et on fait autrement. Alors après, il y a un niveau de bêtise supplémentaire que j'appelle la bêtise bien ancrée. C'est quand, oui, on continue. C'est-à-dire que c'est pas juste, j'ai pas pris le bon mot, j'ai pas pris la bonne rue ou j'ai mal réagi à quelqu'un alors qu'il était en fait très, 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 très gentil avec moi. Bah, la fois d'après, je m'excuse et je fais autrement. Non, c'est la fois d'après, je crois toujours que c'est un sale type et je ne me corrige pas. Donc la bêtise bien ancrée, c'est-à-dire qu'on a du mal, on s'entête dans l'erreur, on a du mal à en sortir. Et puis, alors, il y a le stade plus important, c'est quand cette bêtise bien ancrée résiste dans le temps à toutes les évidences contraires, résiste à vos amis qui vous expliquent que non, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas comme ça, que ça ne peut pas être comme ça. Vous ne pouvez plus changer. Résiste à l'évidence. Et toutes les évidences qui se présentent à vous, vous allez les remanipuler, les réinterpréter pour que ça reste compatible. Bref, quand vous rentrez dans cette obsession, cet ancrage psychologique et quasi pathologique dans le fait d'une impossibilité totale de penser autrement, alors c'est ça que j'appelle la connerie. C'est-à-dire cette bêtise tellement ancrée qu'elle devient quasiment une caractéristique de la personnalité, un trait de caractère qu'on ne peut plus changer. Bon, alors ça, voilà, pour les définitions. Mais tu expliques justement dans le livre que ça va toucher toutes les classes sociales. Et là, les gens ont un peu de mal à comprendre que ce qu'on appelle en général vraiment les élites, que quand tu as fait l'ENA, quand tu es inspecteur général des finances, quand tu as fait Polytechnique, quand tu as fait Normal Sup, tu puisses être bête sur certains points, en fait. Et donc après, les gens se disent, alors, ces gens sont malfaisants, ou il doit y avoir un complot derrière, ils complotent ensemble contre moi. Donc ça, c'est peut-être que c'est aussi une des raisons du complotisme qui se développe. Toi, tu dis, non, attention, n'oubliez pas, comme la bêtise est une bonne explication, mais comment ces gens-là, qui justement ont montré que par leur parcours scolaire peuvent être très cultivés et très intelligents, peuvent être bêtes à d'autres moments? Oui, alors tu as raison d'insister là-dessus parce que c'est une des sources de résistance à ma piste de la bêtise quand je dis non, par exemple, Macron n'est pas le président des riches, c'est quelqu'un qui croit sincèrement qu'il a la bonne politique. Il fait juste mettre en application ce qu'on lui a appris, en partie à Sciences Po, beaucoup à l'ENA et à l'inspection des finances. On va développer son cas un peu plus Voilà, après. à ce que croit toute une élite. Voilà. Et c'est le cas en général de la plupart des responsables politiques. La résistance va être en partie de dire ouais, on peut comprendre que des pauvres gens votent n'importe comment, etc. Bon, parce qu'ils ne sont pas éduqués, ils n'ont pas réfléchi, etc. Mais là, tu es en train de nous dire que même Jean Tirole, prix Nobel d'économie, tu expliques dans ton livre que, comme dans le précédent, qui dit des âneries économiques, des absurdités les plus totales. Alors que c'est par ailleurs un type très brillant, très intelligent, sans doute avec des capacités plutôt au-dessus de la moyenne. Là, les gens ont du mal à adhérer ça. Autrement dit, on a du mal à comprendre et à admettre la bêtise des intelligents. D'abord, ça vient de ce qu'on croit que la bêtise est le contraire de l'intelligence. C'est pour ça que j'attache un tel soin à bien définir les termes. On peut se comporter comme des abrutis alors qu'on est très intelligent. Alors, une fois qu'on a compris ça, il faut voir maintenant plus précisément ce que nous apprend la psychologie. Eh bien, le résultat est assez impressionnant. C'est ce que je dis dans le chapitre de la banalité de la bêtise. Ce qui est justement là pour dire, que la bêtise, c'est bien plus banal que la malveillance, que la méchanceté, enfin tout ce à croire les complotistes. En règle générale, quand quelqu'un vous fait du mal, c'est pas parce que c'est un méchant et un salopard, c'est parce qu'il pense vraiment qu'il ne peut pas faire autrement ou que c'est ça qu'il faut faire ou qu'il ne s'en est pas rendu compte, etc. Bref, c'est l'incompétence, l'ignorance, c'est la stupidité qui sont en général l'explication la plus plausible. Eh bien, ce que nous apprend la psychologie, c'est qu'en fait,
plus on est intelligent, au sens où l'entendent les gens, c'est-à-dire plus on a des capacités cognitives élevées, une éducation élevée, c'est-à-dire un entraînement à la réflexion, à la discussion, au débat, donc qui crée des habiletés voilà, intellectuelles, eh bien plus on a ces habiletés intellectuelles, plus on est capable justement de s'entêter dans l'erreur, dans la connerie, c'est-à-dire dans la bêtise bien ancrée et définitive dont on ne peut plus sortir. Parce qu'on est capable de déployer toutes les ressources intellectuelles et capacités de notre cerveau pour apporter des justifications à nos erreurs, des démentis aux critiques qui nous sont présentées, c'est-à-dire qu'on peut s'entêter dans l'erreur bien plus habilement quand on a des capacités cognitives et un niveau d'éducation très élevé que quand on ne les a pas. Et donc pour ça, il faut comprendre à quel point notre cerveau, justement, et là tout le monde est à égalité, que le cerveau de quelqu'un qui n'a pas de diplôme et le cerveau d'un polytechnicien, c'est à peu près le même exactement. Et la capacité d'intelligence, en règle générale, c'est aussi à peu près la même. Et donc, ce que nous apprend la psychologie, c'est à quel point notre cerveau n'est pas fait pour réfléchir de manière raisonnée, posée, dans le but de trouver la vérité, d'éliminer les erreurs, etc. Il n'a pas été fait pour ça, parce que notre cerveau, c'est un organe biologique qui a été façonné par l'évolution de l'espèce humaine. Oui, tu parles du cerveau de Sapiens en disant, mais attendez, au début, c'était pas fait pour réfléchir. Tu donnes des petits exemples amusants d'ailleurs. Oui, absolument, c'était pas fait pour réfléchir, puisque il est fait dans un premier temps de l'évolution chez les hominidés, les grands singes. Le cerveau, il est sélectionné et il évolue de manière à assurer la survie et la reproduction de l'espèce. Bon. Donc là, vous avez toute la pensée réflexe, tout le fonctionnement réflexe qui nous sauve la vie, qui est souvent inconscient. Pas le temps de réfléchir, et heureusement. Donc, ceux qui n'ont pas développé ces capacités-là, ils ne se sont pas reproduits, ils ont disparu. Donc, c'est l'évolution. Et donc, notre cerveau, il est fait pour ça. Survie. Donc, pensée réflexe, on ne réfléchit pas. C'est pas résoudre. Il n'a pas été fait pour découvrir la théorie de la relativité générale, notre cerveau. Il a été fait pour la survie, la reproduction. Dans un deuxième temps, deuxième stade de l'évolution, quand on est là dans le genre humain, qui vit en petits groupes de chasseurs-cueilleurs, et surtout avec l'apparition du feu, des campements fixes et du langage constitue autour de 500 000 ans à peu près, en même temps qu'Homo sapiens. Hein. Bon, peut-être avant des formes de proto-langage. Bon, c'est une période, on ne sait pas dater, hein, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Là, et dans la période qui précède dans le genre humain, le développement du cerveau est un développement qui va être surtout lié à la complexité avec le genre humain qui est un genre bipède intégral, qui entraîne une transformation radicale à la fois du mode de vie, d'alimentation avec la viande, etc. Il y a une augmentation considérable en taille du cerveau et une complexification en raison de la complexification des relations sociales, de la communication, etc. Et donc là, ce sont toutes les habiletés sociales pour être bien dans le groupe ensemble et pour assurer sa place dans le clan, pour s'assurer qu'on a des amis, des alliés, etc. Hein, on peut dire que c'est l'homo politicus qui se développe à ce moment-là. Et donc là, on a un cerveau qui va aussi se développer beaucoup pour nous rendre efficaces dans la compétition sociale et la coopération sociale. Et donc, en matière de raisonnement, ça se traduit par quoi? C'est l'hypothèse intéressante des gens qui sont à l'origine de ce qu'on appelle la théorie argumentative de la raison, qui est de dire, en fait, on a un cerveau qui se développe là pour montrer qu'on a raison. C'est-à-dire que quand on va raisonner, ce qui est important dans un groupe, dans un petit groupe comme ça, où il faut assurer son rang, sa place, etc., où il faut séduire, c'est pas de raisonner pour trouver la vérité. Ça sert à rien de trouver la vérité. Il faut raisonner pour convaincre. Il faut raisonner pour expliquer qu'on est le meilleur. Il faut raisonner pour montrer qu'on a raison. Il faut raisonner pour séduire. Bon, donc évidemment, c'est au contraire un désavantage compétitif si vous êtes quelqu'un qui doute et qui se dit ah mais peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. C'est pas comme ça que vous allez gagner dans un débat, dans une discussion. On le voit tous les jours dans les débats politiques. Hein. Bon, c'est en général un débat d'abrutis très très souvent parce que chacun montre uniquement à trouver qu'il a raison, pas du tout à entendre l'autre, à écouter l'autre.
Notre cerveau, justement, n'est pas fait pour ça. Donc, on a un cerveau qui est fait pour penser vite de manière réflexe sans réfléchir. Et quand nous réfléchissons, que nous croyons réfléchir pour trouver la vérité, pour raisonner, notre cerveau, lui, spontanément, il est fait non pas pour trouver nos erreurs, essayer d'éliminer nos erreurs, il est fait orienté uniquement dans l'optique de confirmer ce que nous croyons et trouver les bonnes manières de démontrer qu'on a raison. Autrement dit, il est parfait pour la bêtise, pour l'entêtement dans la bêtise. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que nous allons raisonner pour chercher à confirmer. Ne retenir que les arguments, les faits, les trucs qui vont dans notre sens, et puis les autres, on les oublie. L'exposition sélective. On va tous évidemment préférer être avec des gens qui ont les mêmes goûts que nous, qui pensent comme nous, que de voir en permanence vivre avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Du coup, on vit entre clones, on vit entre gens qui ne pensent tous que la même chose. Alors, c'est pas comme ça, évidemment, que le débat va pouvoir se développer, que la recherche de la vérité va progresser. Il y a la force de nos premières impressions. On ne s'en rend même pas compte, mais la plupart de nos raisonnements sont inconsciemment surdéterminés par des premières impressions qui restent et qui persistent. Il y a l'entêtement dans l'erreur qui est très bien documenté, d'où le biais de confirmation. C'est que même après que les gens aient été dans des expériences mis devant leur erreur, eu la démonstration qu'ils s'étaient trompés, on n'en démord pas. Il y en a une multitude. Bon, il faut lire le livre pour avoir la totalité ou des livres de psychologie cognitive. Mais c'est très important pour comprendre que du coup, il y a une véritable banalité de la bêtise. Et, dernier point, on pourrait s'attendre à ce que quand même des gens qui, par leur métier, leur vie professionnelle, c'est le cas des intellectuels, c'est le cas des scientifiques, c'est le cas des énarques, des polytechniciens, enfin, des gens qui ont fait des longues études ou qui sont des métiers qui ne sont pas des métiers d'exécution, mais des métiers où il faut continuer d'être dans la discussion, dans la réflexion. Alors, c'est encore plus le cas pour les vrais scientifiques. On pourrait s'attendre à ce que quand même ces gens développent des habiletés dans la quête de la vérité qui fait que peut-être que eux, quand même, peuvent plus facilement échapper que les autres à un certain nombre de ces biais cognitifs, notamment le fameux biais de confirmation, ne retenir que les trucs qui vont dans notre sens et négliger les trucs qui contredisent. Évidemment, là, on comprend bien que là, c'est le contraire même de l'esprit scientifique. On va se dire, quand même, les scientifiques, eux, ne doivent pas être sujets au biais de confirmation. Et là, vous avez une multitude d'expériences qui montrent donc que des scientifiques peuvent être tout autant atteints par le biais de confirmation. Oui, tu cites une expérience, d'ailleurs, tu peux nous la résumer, qui est très intéressante. L'expérience de Mahoney, j'ai oublié l'autre auteur, là, dans les fin des années 70, qui part il avait pris 3 échantillons. C'était de Mombreux, je crois. Voilà, un groupe de pasteurs protestants puritains, enfin vraiment intégristes, le type de population dont on s'attend à ce qu'il soit le plus ancré dans ses certitudes et soit le moins disposé à reconnaître une erreur et donc le plus exposé au biais de confirmation, n'aller que dans le sens qui va dans ce sens. Bon. Un deuxième échantillon qui vont être des scientifiques purs, biologistes, etc. Donc on peut penser qu'au contraire, eux, ils ont l'habitude d'éliminer les erreurs, puisqu'on nous a dit que c'est comme ça que la science progresse. Bon. Et un groupe de psychologues est plutôt spécialisé en psychologie sociale, etc. Donc, des types qui savent tout sur les biais cognitifs. Donc, normalement, ils ne devraient pas se faire prendre parce qu'ils connaissent absolument tout. Et alors, l'expérience est extraordinaire parce qu'on ne va pas raconter l'expérience, mais disons que c'est une série de tests, de questionnaires et de réponses où à chaque étape, finalement, les gens sont remis devant le fait qu'en réalité, il y avait erreur, il y a une erreur d'interprétation. Et au fil des étapes, eh bien, on va pouvoir, comme ça, dans le protocole, pouvoir mesurer la persistance et la capacité de développer des explications en fait, pour soit reconnaître qu'effectivement on s'est trompé, soit au contraire confirmer sa position. Et ce test, cette expérience montre que l'exposition au biais de confirmation est exactement le même pour les 3 populations. Que vous êtes des biologistes, des psychologues qui connaissent tout du biais de confirmation, ou des pasteurs intégristes qui ne veulent jamais changer d'avis, le degré d'exposition est exactement le même. Donc ça, c'est impressionnant.
Oui, parce que ça montre finalement, oui, c'est ça, qu'on n'est pas protégé en fait sur ces différents biais. Et justement, sur Lucide, l'autodéfense intellectuelle, c'est important pour nous et connaître ces biais, c'est une façon aussi d'essayer de se protéger pour essayer de s'améliorer, d'augmenter en tout cas de diminuer son temps de bêtise, on va dire. Est-ce qu'on peut peut-être rapidement parcourir ces différents biais? Tu les as cités rapidement tout à l'heure, mais peut-être en développant rapidement, histoire qu'on les comprenne un peu mieux, les différents biais que tu cites dans ton livre. Le premier, c'est le biais de disponibilité, par exemple. Alors oui, alors disons que pour les trier, il y a des biais qui concernent puisque normalement, pour chercher la vérité, vous voyez, il faudrait commencer par avoir des informations, savoir traiter et trier l'information, ensuite raisonner et ensuite abandonner ses erreurs. Et on s'aperçoit en fait que sur ces trois registres, on est plutôt tendance spontanée à faire le contraire. Donc d'abord, dans l'accès à l'information et le tri de l'information, il ne va pas y avoir du tout une recherche systématique d'information, mais surtout, on prendre le biais de disponibilité, où on prend ce qui nous tombe sous la main, ou plutôt sous le crâne. Hein. C'est-à-dire que, on prend la dernière information disponible, la plus accessible, la plus facile, pour ne pas faire effort, pour économiser du temps de cerveau. Voilà. Hein. Donc ça, c'est le poids surdéterminant, finalement, dans nos choix de nos décisions, de l'information qui est immédiatement disponible, la plus facile et qui n'est pas forcément, évidemment, et souvent n'est pas la plus pertinente. C'est qu'on n'a pas envie d'aller faire l'effort, d'aller passer beaucoup de temps pour chercher. Déjà, absolument. Et oui, parce que ça demande un effort. Alors, le biais de confirmation participe de cette... oui, c'est le suivant. On ne va pas aller chercher partout, je vais voir plutôt... Il y a des choses qui arrivent, ça ne me plaît pas. Alors, hop, élimination, et on va pas regarder plus loin, et parfois même de manière presque inconsciente. C'est spontané. Il y a des choses qui vont nous paraître stupides, c'est juste parce que c'est totalement contraire à nos croyances. Et donc, on va dire non, pas pertinent. Donc, ça peut être la source aussi que tu qualifies. Je sais pas, tu es de gauche, tu vas dire oh là, il y a un truc dans le Figaro, moi oh là, je vais pas, c'est le truc. Oui, mais attends, il faut faire attention, des fois ça peut être vrai, quoi. Voilà, exactement. Vous avez l'exposition sélective que j'ai évoquée, qui contribue à ça. C'est-à-dire le fait qu'on va avoir du mal à avoir accès à une information complète, plurielle, qui nous permettrait justement d'être dans la réflexion complexe, parce qu'on vit plutôt avec des gens qui pensent comme nous. On lit plutôt des journaux qui sont de notre bord politique, si on en lit encore. On fréquente plutôt des gens avec lesquels on est en accord. Donc, notre mode de vie, d'être social, nous conduit par nature à être plutôt exposés aux mêmes opinions que nous, que d'être stimulés dans une discussion à la fois aimable et intelligente, parce que ce qui pourrait nous faire progresser. Parce que si vous êtes une discussion avec un adversaire, un méchant, dont vous savez qu'il ne vous aime pas et qui veut piquer votre poste, c'est sûr que vous n'allez pas spécialement disposé à essayer d'entendre et de comprendre ce qu'il veut dire. Or, c'est ça qui nous manque. Ce qui nous manque le plus, et qui manque de plus en plus dans le débat politique, c'est des espaces de discussion dans lesquels on pourrait être confronté régulièrement en permanence avec des gens qui ne pensent pas comme nous, mais qui sont des gens sympas, gentils, qui nous respectent et qui ont envie de comprendre ce que nous on pense. Ah, là, vous voyez, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire ici, discuter. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais ça peut être intéressant d'être avec des gens qu'on n'est pas d'accord si on ne les perçoit pas comme des ennemis, des adversaires et des méchants. Et donc ça, évidemment... alors ça, c'est un biais de complaisance aussi. Oui, forcément, oui. Il y a cette facilité-là. Alors, il y en a beaucoup, on ne peut pas tous les dire, mais... donc, il y a cette première truc, le tri des informations. On a une formation très partielle. Après, dans la manière de traiter l'information et de raisonner. Alors là aussi, il y a de multiples erreurs. Alors, le biais de confirmation qui est à cheval sur les deux, c'est-à-dire qui maltraite à la fois l'information, mais qui intervient après dans le mécanisme du raisonnement, évidemment, joue son rôle. Et comme je le disais, plus on a de capacité intellectuelle, ce que montrent les expériences là-dessus, c'est que même une fois qu'on est confronté devant des évidences, et y compris dans les expériences par des gens qu'on ne peut absolument pas suspecter d'être des gens qui vous veulent du mal, etc., ou qui sont malhonnêtes, qu'on est confronté à des évidences contraires, eh bien, là encore, la capacité intellectuelle est plutôt un inconvénient, en fait,
Parce que la capacité intellectuelle fait que le cerveau va développer beaucoup plus rapidement des arguments pour justifier en fait la position qui a été prise et chercher à la conserver. Vous avez, comme je le disais déjà tout à l'heure, la force de la première impression et la persistance des premières impressions. Et ça, c'est en partie inconscient. Dans les 200 millièmes de seconde qui précèdent l'arrivée à la conscience en fait, d'un concept, d'une idée ou de quelque chose, en fait, notre cerveau est déjà imprégné d'une première impression qui est chargée d'émotions, de souvenirs du passé, etc., qui détermine déjà si on a un rapport positif ou négatif à la chose, et qui déjà oriente après la manière de penser. Et ça, on ne le sait même pas, on s'en rend même pas compte, et donc évidemment, ça gêne. Vous avez le biais de généralisation abusive, qui est très, très documenté. C'est-à-dire croire qu'à partir d'informations personnelles, ponctuelles, limitées, quelques informations, on peut en tirer une conclusion générale. Alors ça, en économie, ça joue, et dans les rapports à la politique, à l'économie, ça joue un rôle très, très important. Combien de fois, moi, j'ai discuté avec des entrepreneurs. Je dis, ah, monsieur Généreux, vous êtes sympa, vous êtes de gauche. Voilà. Mais moi, je connais le terrain. Et donc, moi, je vous explique que dans mon cas, dans mon entreprise, voilà, vous voyez, quand on est en situation de crise, ben effectivement, il faut réduire les coûts. Parce que si on ne réduit pas mon coût du travail, mon coût du crédit, ma charge fiscale, etc., ben, ce n'est pas possible. Je perds des parts de marché, je ne suis plus compétitif. Et donc, ben, à la fin, je bouclerai l'affaire, je fermerai la porte de l'entreprise, etc. Donc, en effet, face à une crise, c'est une bonne politique que d'essayer de restaurer notre compétitivité en baissant les coûts. Oui, donc je réponds toujours à ce cher entrepreneur, je dis oui, vous avez parfaitement raison. Vous, la stratégie rationnelle pour vous, de votre point de vue, au niveau votre microéconomique d'entrepreneur, c'est ce que vous devez faire. La situation est difficile, vous avez moins de clients, ce n'est pas le moment d'augmenter les coûts. Donc, il est parfaitement normal et rationnel que vous cherchiez à réduire autant que faire se peut tous vos coûts. Mais maintenant, dites-vous bien, raisonnez maintenant d'un autre point de vue, qui est le point de vue global et macroéconomique. Si tout le monde fait ça, si on est dans une situation, parce qu'on est en crise, tous les acteurs de l'économie se mettent à réduire leurs coûts, leurs dépenses, leurs salaires, etc. Vous avez un effondrement général du niveau de revenus et de dépenses. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez sauver votre entreprise ? En fait, on va multiplier le nombre de faillites au lieu de les réduire. Dire, ah oui, alors là, parfois, le regard s'illumine. Il dit, oui, bon, c'est un autre point de vue. Eh bien, effectivement, c'est un autre point de vue. Donc, biais généralisation. Croire qu'à partir de son expérience, ces quelques points d'observation, eh bien, on peut tirer une loi générale. Non, la loi générale suppose de se placer du point de vue de la généralité. Donc, en économie, en politique, la loi générale suppose de ce point de vue, du point de vue de la nation, du point de vue du monde, du point de vue de la macroéconomie, pour comprendre les effets sur le niveau microéconomique. Et sinon, ben, là, vous êtes dans l'erreur la plus totale. Et donc, là, on voit bien comment les conséquences de ça, c'est très important, c'est que là où on dit, ben, nous, notre travail, c'est de produire de l'information dans les médias, ou les intellectuels de produire de l'information pour convaincre, etc., malheureusement, il faut comprendre que le type d'information qu'on développe, qui sont des informations générales, et qui vont essayer de ne pas s'appuyer juste sur quelques cas particuliers, le type d'information qui consiste à dire aux gens, mais voilà ce qu'on sait. Par exemple, parce que les statistiques ou toute une série d'enquêtes et d'études nous apprennent que voilà quelle est la réalité du phénomène. Il faut bien comprendre que ce type de présentation de la vérité et de l'information a beaucoup moins d'impact spontanément sur nous, sur une vérité qui est établie sur simplement quelques observations, mais qui sont proches de nous, qui sont fiables parce qu'on les a vues, parce que c'est énoncé par des témoins, que l'on peut voir, qui ont une existence réelle. C'est-à-dire que quelques informations, mais incarnées, précises, bien réelles, nous impactent beaucoup plus qu'une information sous forme générale, alors qu'elle est, celle-ci, éventuellement 1000 fois plus pertinente. Tu développes aussi un autre biais qui est intéressant, qui est le biais égocentrique. Oui, alors là, j'emploie ce terme dans un sens particulier, je parle même d'un métabiais. Ce que je veux entendre par là, métabiais égocentrique, c'est qu'en fait, c'est un biais qui est en partie un soubassement
d'un ensemble et de presque la plupart des biais qu'on recense justement dans la psychologie expérimentale et cognitive. Et ce que j'entends par ce biais égocentrique, c'est dire que justement, une large part des types d'erreurs que nous faisons en nous laissant aller simplement à notre pensée réflexe, c'est qu'il semblerait quand même que nous soyons spontanément, et ça se comprend d'ailleurs assez naturellement, nous soyons systématiquement et spontanément enclins à penser d'abord les choses de notre point de vue, c'est-à-dire du point de vue de notre expérience personnelle et de notre connaissance personnelle. Et on voit bien comment tout ça, effectivement, peut participer justement du biais de généralisation, du biais d'attribution. Bon, ça va bien. Mais là où je dis que ça devient un véritable biais, c'est-à-dire un truc systématique, un défaut systématique de raisonnement, donc qui est bien ancré, c'est quand, à ce moment-là, ça traduit en fait un défaut de la faculté empathique et sympathique qui nous permet de nous mettre à la place des autres, qui nous permet de comprendre les choses d'un autre point de vue que le premier point de vue que l'on a tout naturellement et spontanément, qui est de partir de ce que l'on sait, de ce que l'on est, de son expérience. Ça, c'est parfaitement naturel, et ça n'a rien d'ailleurs de condamnable, c'est naturel, mais l'effort d'intelligence qui est nécessaire pour se mettre à la place d'autrui et raisonner d'un autre point de vue est absolument nécessaire pour accéder justement à autre chose qu'une pensée systématiquement biaisée par un seul point de vue. Tu fais un lien d'ailleurs entre ça et la lutte des classes à un moment? Alors absolument, parce que ce biais égocentrique eh bien, est quelque chose qui va déboucher sur ce que j'appelle, enfin pas moi qui l'appelle, d'autres ont employé l'expression avant, mais qui explique ce qu'on appelle l'inconscient de classe. C'est le fait que finalement, très souvent, inconsciemment, des choses que l'on dit ou des positions que l'on prend reflètent, sans même qu'il y ait eu un calcul cynique, etc., reflètent en fait un point de vue de classe. Et effectivement, là, la psychologie nous aide à comprendre d'un autre point de vue. Bien sûr, il y a la lutte des classes, il y a des luttes d'intérêts, mais ça, c'est la lutte objective. Il y a des intérêts objectifs contradictoires qui font que les gens sont en compétition et qui peut amener rationnellement à penser du point de vue de sa classe parce que c'est conforme à son intérêt. Mais on néglige le fait qu'il peut y avoir aussi un inconscient de classe et qui résulte justement de ce biais égocentrique, c'est-à-dire du fait que spontanément, on a du mal, et c'est bien, on le comprend bien pourquoi d'ailleurs, on a du mal à se mettre spontanément dans la place de quelqu'un qui ne partage absolument pas notre mode de vie, qui ne partage absolument pas notre condition sociale, qui ne partage absolument pas notre histoire. Ça n'est pas évident pour quelqu'un qui est né dans une famille bourgeoise, qui fait Polytechnique, qui est haut fonctionnaire ou PDG d'une grande entreprise, de se placer du point de vue d'un éleveur de brebis dans les Pyrénées. C'est-à-dire qui a un mode de vie dont il ignore tout, parce que le type n'est jamais allé à la montagne, il a même peut-être jamais vu de brebis de sa vie. Et ce que je dis, c'est que ce que très souvent on va interpréter comme un effet d'une lutte des classes objectifs en des intérêts contradictoires peut être aussi simplement le fait que les gens vivent dans des cadres de vie et du coup dans des comportements qui reflètent sans aucun cynisme simplement cette difficulté naturelle qu'ont tous les humains à pouvoir comprendre réellement le point de vue de gens qui ont des modes de vie très différents. Et donc, si on ne crée pas les cadres sociaux, si on est dans le cadre d'une société qui ne fait pas vivre ensemble ces gens qui ont des origines, des croyances ou des modes de vie différents. Si on ne crée pas les cadres dans lesquels leurs expériences, leurs points de vue, leurs ressentis peuvent être partagés dans un climat de bonne entente, de bienveillance, et non pas dans un climat de rivalité, eh bien alors on ne peut pas sortir de ce biais égocentrique. Et donc il y a des formes de société dans lesquelles, ce qui a été le cas de certaines formes d'organisation sociale, il y a des formes de cadre social dans lesquelles il peut y avoir du dialogue
entre les gens qui ont des expériences et des modes de vie très différents, et donc qui peuvent sortir de ce biais égocentrique. Mais il y a des cadres, par exemple celui que j'appelle la dissociété, société qui installe la rivalité généralisée, qui fait exploser les inégalités, qui fait donc exploser les divergences de mode de vie, la ségrégation, la dissociation, c'est-à-dire les classes supérieures qui en fait sont séparées des classes moyennes, les classes moyennes qui sont elles-mêmes d'ailleurs séparées de la classe ouvrière, une classe ouvrière qui méprise les pauvres et les chômeurs parce qu'ils pensent que ce sont juste des feignants qui ne veulent pas travailler. C'est-à-dire que quand on est dans un système et un cadre social général qui favorise la dissociation de tous les groupes humains, qui ne crée aucune occasion de vivre ensemble et de délibération, on ne peut pas sortir de ce biais égocentrique. Et ce biais égocentrique, peut-être qu'on va en parler, évidemment, c'est ce qui pourrit la vie politique et le débat politique, qui est organisé en fait pour faire ça, pour exacerber le fait qu'on ne représente qu'un certain point de vue, un certain point de vue d'une certaine culture ou de certains intérêts, et donc on ne sort jamais de cet inconscient de classe. Mais d'autant, comme tu le disais, ce biais pousse à un autre biais qui est le biais d'attribution. Oui, alors c'est un des biais que ce métabiais égocentrique produit. Biais d'attribution qui est le fait que spontanément, nous avons tendance, lorsque nous observons les autres, à attribuer leur comportement ou leurs idées, etc., à des caractéristiques personnelles, à des traits de personnalité ou de caractère, et donc à leur choix, à leur responsabilité personnelle, plutôt qu'aux circonstances ou aux conditions dans lesquelles ils sont. Alors que il est asymétrique, c'est-à-dire que lorsque nous faisons ça pour nous-mêmes, nous nous considérons nous-mêmes, nous avons plutôt tendance à expliquer beaucoup de choses par les circonstances dans lesquelles nous sommes. Donc, si on a fait une bêtise ou quelque chose, on se dit c'est pas bien, pour nous-mêmes, on se dira, on va attribuer ça aux circonstances. C'est parce que c'est pas de ma faute, ou les circonstances font que quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, spontanément, on va attribuer ça à un trait de personnalité, un caractère, un choix. Ce qui nous amène à penser, et qui favorise beaucoup les théories complotistes. C'est-à-dire, si quelqu'un fait quelque chose qui vous fait du mal, forcément, c'est que c'est un méchant, c'est quelqu'un qui est dans une logique méchante, cynique, malveillante, et vous ne commencez pas par vous dire, mais à essayer de comprendre pourquoi. Mais c'était dans quelles conditions, est-ce qu'il a toujours fait ça? C'est-à-dire analyser le contexte. Il y a un dernier biais qui est très important, le biais d'engagement, le biais des coûts irrécupérables, qui a entraîné beaucoup de problèmes en fait, économiques et dans la vie d'ailleurs. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, alors absolument. Alors effectivement, après les erreurs de tri, de sélection d'informations, les erreurs de mécanique de raisonnement, on peut leur donner différents noms. On parle aussi parfois de sophisme de l'amortissement. Donc c'est le fait que, bien connu finalement, parce qu'on en fait souvent l'expérience, c'est d'entêtement dans l'erreur, qui vient de ce qu'une fois qu'on s'est engagé dans une direction, une direction de vie, par exemple, ou un investissement pour un investisseur, et qu'on est confronté à des difficultés, où on voit que ça ne marche pas, où on comprend finalement, où on commence à comprendre que c'est un échec, que c'est une erreur, on va avoir très souvent une propension naturelle à essayer de tout faire pour essayer de sauver notre engagement, de s'y maintenir, par une forme de déni de l'échec, de déni de l'erreur, parce que c'est trop douloureux de reconnaître, et en développant vraiment ce sophisme que nous, on a tendance à appeler le sophisme de l'amortissement, parce que c'est le type de justification qu'on se présente, qui est qu'il faut amortir son investissement. Donc, si j'ai passé tant de temps à développer tel type de produit, par exemple, dans l'entreprise, et au bout de quelques années, tout montre que c'est une catastrophe, que c'est un gouffre financier, etc., avant de prendre la décision d'arrêter, qui impliquerait de reconnaître que je suis un mauvais entrepreneur, etc., ça va prendre énormément de temps, et on va essayer de trouver un moyen de sauver le produit, le machin. De remettre de l'argent, en fait, dedans. Et aggraver, etc. Alors, on voit bien comment ça joue beaucoup en politique et en économie. C'est-à-dire que quand vous êtes engagé dans une logique intellectuelle, comme par exemple les politiques néolibérales de baisse des coûts, etc., que vous avez fait toute votre carrière politique là-dessus, ou toute votre carrière d'économiste sur ce modèle d'équilibre général automatique qui règle tous les problèmes, et que vous êtes confronté à une situation qui dit, oui, mais pardon, mais quand il y a des crises,
l'équilibre général, ça ne marche pas, c'est la cata. Et Keynes avait raison, il faut intervenir, il faut faire quelque chose pour sauver l'économie. Que vous êtes l'économiste qui défend le modèle Keynes est un idiot et ne faites rien, tout va s'arranger, ça ne s'arrange pas. Bon, c'est difficile. Ou que vous êtes le politique, vous êtes devant cette situation, et bon, qu'est-ce que vous faites? Et là, c'est là qu'on voit que ce sophisme de l'amortissement est très important, parce qu'il y a un compte psychologique dans nos têtes. Il n'y a pas qu'un compte rationnel, il y a un compte émotionnel. Dire « je me suis trompé », c'est-à-dire que tout ce que j'ai appris à l'école, tout ce que j'ai cru, tout ce sur quoi j'ai fondé l'orientation de mon projet politique, en fait, est faux, et donc je change de politique, eh bien, même si quelque part on a la capacité intellectuelle de le faire, et même si quelque part, sans doute, de temps en temps, l'idée surgit que vraiment il faudrait peut-être changer, il y a une résistance énorme, parce que le coût psychique de cette conversion est tellement violent et douloureux que je vous garantis qu'il y a des résistances qui se mettent en place pour dire mais non, pour trouver une justification, jusqu'à cette justification que j'évoque et qu'on entend de plus en plus souvent. Quand vous avez une politique qui ne marche pas, ce qui était le cas des politiques de baisse des charges. En France, on baisse les charges depuis 40 ans. Voilà, bon. Toujours du même nombre, du même raisonnement. Depuis la crise 2008, toutes les politiques, Hollande, Sarko, Hollande, et puis après Macron, c'est toujours le même truc, baisse des coûts, des charges pour la compétitivité. Ça ne marche pas. Même les agences indépendante d'évaluation des politiques publiques dire que dépenser 50 milliards par an de baisse des charges, c'est juste du fric donné aux entreprises pour rien, aux grandes entreprises en plus, ou aux actionnaires, mais ça ne change rien, ça n'est pas efficace. Eh bien, l'argumentation qui va être donnée parfois atteint ce niveau d'absurdité qui vont se dire « oui, mais c'est parce qu'on n'est pas allé encore au bout ». Et donc, l'inefficacité d'une politique devient la preuve qu'il faut s'y engager encore plus à fond, c'est-à-dire qu'il faut encore plus baisser les charges, qu'il faut encore plus flexibiliser le travail, c'est-à-dire encore plus martyriser les gens et l'économie, et à ce moment-là, ça finira par marcher. Et là, on voit bien à quel point l'entêtement dans l'erreur et l'impossibilité d'admettre l'aversion à la perte de sa propre identité, de ses propres croyances, est un blocage absolument fabuleux. On sait que le système néolibéral pousse fortement les individus à la compétition. Est-ce que pour toi, le cerveau sapiens est justement câblé pour cette compétition? Alors, notre cerveau n'est pas que prédisposé à la compétition, hein, il est aussi prédisposé à la coopération, à la solidarité, à l'empathie. Hein, donc, on a des fonctions complexes qui sont liées à notre état d'être social, dont la totalité du métabolisme physique, biologique et cérébral s'est constituée dans le cadre de petits clans de chasseurs-cueilleurs qui passent la totalité de leur vie dans un groupe de quelques dizaines de personnes. Donc on est hyper adapté à l'évolution dans ce contexte-là. Ce qui entraîne, mais aussi dans un univers hostile, qui nécessitait aussi le développement de capacités à la lutte pour la survie, donc aussi à la compétition, à la rivalité. Mais voilà, il y a toutes ces facultés. Donc, il n'y a pas de codage génétique ou biologique, il ne faudrait surtout pas tirer de ce que je dis une quelconque interprétation allant dans ce sens-là. Il n'y a pas un codage génétique ou biologique qui nous fait de nous des êtres compétitifs ou coopératifs, etc. Il n'y a aucun codage génétique des comportements. Il y a une construction sociale des comportements par l'histoire du lieu dans lequel on grandit, du groupe dans lequel on grandit, de la société dans laquelle on évolue. Voilà. D'où l'importance précisément du cadre social. Et que moi, la principale leçon que je tire de cette réflexion sur les biais, l'entêtement dans les erreurs, les conséquences que ça a en matière de politique économique et sociale, c'est qu'il y a une urgence à restaurer des cadres sociaux dans lesquels, justement, on ne soit pas dans des cadres qui systématiquement font primer la logique de compétition, parce que la compétition, ça rend bête. Dans le livre, je suis un petit peu plus cru, puisque j'emploie le terme « connerie » que j'ai défini, donc qui pour moi n'est pas une trivialité ni une grossièreté, mais un terme technique qui veut dire quelque chose. Donc la compétition, ça rend con. Parce que la compétition, et l'état de compétition entre les êtres fait que la manière dont nous allons raisonner, débattre et discuter va être entièrement tendue dans le but de gagner la compétition. Ce qui peut rendre le débat politique, par exemple, totalement stupide. Ce qui peut rendre la conversation dans un dîner entre amis ou connaissances
totalement stupide. Si vous avez des gens qui sont en quelque sorte en rivalité pour la reconnaissance, pour briller auprès de l'assistance, pour séduire quelqu'un, pour gagner un poste, parce qu'il faut avoir des alliés, des soutiens ou des votes. Si vous êtes dans une discussion où l'enjeu, c'est une compétition pour obtenir quelque chose, séduire quelqu'un, gagner de l'argent, gagner une place, etc., ça rend totalement stupide parce que ça vous met en état de bataille. Et donc, pensée réflexe de la proie, de celui qui doit se battre contre un prédateur, ça c'est le truc le plus primitif. On est en état de combat. Donc, pensée réflexe, non pas pensée complexe et réfléchie, de l'animal qui se bat pour sa survie, et pensée beaucoup plus sophistiquée sur le plan intellectuel, du raisonnement pour séduire, pour convaincre, etc., mais dans le but de gagner, pas du tout dans le but d'entendre, de discuter, de faire apparaître la vérité. Donc la compétition, ça rend con. Et donc, ça rend con d'abord parce que le fait même d'être en état de compétition du point de vue des biais cognitifs, ça active tous les réflexes qui ont tendance à mettre sous le boisseau la pensée raisonnable et réfléchie, mais parce que les conditions d'existence de gens qui sont placés en situation de rivalité et donc de stress, ça va être dans le travail, ça va être dans la vie, ont aussi beaucoup d'effets délétères. C'est-à-dire que ça sature complètement le temps et l'esprit des gens et ne laisse plus aucune espèce de disponibilité dans le stress et la fatigue ou l'épuisement pour faire autre chose que d'essayer de ne pas penser, de se détendre. Ça demande un tel effort. Quand on comprend ça, c'est ce que je voudrais que ceux qui m'entendent comprennent. Parce que même des gens très, très intelligents et très, très entraînés à la réflexion ont du mal à faire cet effort d'intelligence pour échapper à leur biais de confirmation. Comprendre que c'est un travail, que c'est un effort, que si on n'est pas tous les jours de sa vie dans cet effort d'intelligence, attends, avant de réfléchir, est-ce que tu peux dire ça, etc. C'est un effort, c'est un travail. Pour avoir ça, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir eu le goût, avoir été éduqué au goût de faire ça. Il faut avoir l'envie, il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie. Il faut... Si vous êtes stressé parce que vous ne pouvez pas payer votre loyer à la fin du mois, parce que l'électricité est trop chère, que vous rentrez du boulot fatigué, qu'il n'y a pas de transport public, il faut vraiment que la vie de nos vies, et je parle même de moi qui suis un hyper privilégié, mais moi aussi, je suis dans le métro bondé, je cours, j'ai plein de boulot, etc. La vie rend les choses... difficile. Donc, c'est un vrai travail, c'est un effort. Et donc, du coup, c'est un véritable enjeu. C'est un véritable, je dirais, à la fois enjeu sanitaire et politique, que de créer le temps, l'espace et les conditions de vie sociale et d'organisation de la vie politique qui permettent à cette discussion intelligente d'évoluer. D'autant que, pardon, c'est peut-être la question suivante, on va voir. Non, j'allais te dire que justement, il y a des choses qui peuvent aider à ça, puisqu'il y a un antidote à la bêtise. Oui, alors absolument, mais on est vraiment en face, pour le coup, ce qui montre qu'on est dans un dialogue, effectivement, où on se comprend. C'est que la bonne nouvelle de tout ça, de tous ces biais cognitifs, comme quoi, je dirais, la nature ne détermine rien à l'avance, parce qu'elle est complexe. Ces biais cognitifs, il ne faut pas les interpréter comme on l'a souvent fait dans une logique un peu la philosophie cartésienne traditionnelle, c'est que l'erreur, en quelque sorte, est une faute. Voilà, et donc, si on se trompe, c'est pas bien, c'est quelque chose qui est condamnable. En réalité, ce serait quand même assez curieux que l'évolution nous ait disposé dans notre cerveau de tous ces biais si c'était fondamentalement contraire aux intérêts de la nature humaine, si c'était une erreur de la nature en quelque sorte. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que cet ensemble de prédispositions psychiques qui certes nous facilitent pas la tâche lorsqu'on doit individuellement faire effort de réflexion et accéder à la vérité, peuvent nous faciliter considérablement la tâche lorsque nous sommes dans la discussion collective, dans la délibération collective, dans l'équipe de réflexion, de travail et de recherche. Ces mêmes biais qui nous empêchent de voir une évidence
quand on est tout seul à réfléchir, sont ceux qui vont nous permettre de la découvrir quand on est en collectif. Pour une raison bien simple, c'est que puisqu'on est très doué pour convaincre qu'on a raison et pas pour voir nos propres erreurs, on est donc aussi forcément très doué pour pouvoir convaincre à comprendre et à découvrir les erreurs des autres. Donc on est très doué pour découvrir les failles et critiquer les autres comme les autres. Et bien du coup, quand on est dans une discussion autour d'une table collective, mais entre des gens qui ne sont pas en compétition pour de l'argent, pour une place, pour un poste, qui sont juste ensemble en train de discuter un problème, où il faut trouver une solution pratique à un problème ou à une question théoriquement entre des gens qui sont bienveillants entre eux, il n'y a pas de stress, de rivalité, de compétition, c'est vraiment, ils ont le même goût, ils veulent trouver. Ils veulent trouver la solution. Leur seule obsession, c'est ça. Et leur seule compétition, c'est qu'ils veulent essayer de montrer, effectivement, comme tous, biais de confirmation, qu'ils ont raison. Donc, montrer que les autres ont tort. Eh bien, quand vous avez 10 personnes autour qui essaient de montrer que les autres ont tort, quand un va dire une bêtise, un truc qui est contredit par les faits, etc., les 9 autres vont le voir. Et ils vont être 9 à lui dire « Non, mais attends, tu vois bien que tu ne peux pas dire ça, pour telle et telle raison. » Et donc là, vous êtes obligé de reconnaître quand il n'y a plus de rivalité. Et donc, il est démontré, là encore, par les expériences et par l'expérience des équipes scientifiques, tout simplement, de la manière dont progresse la science, que lorsque 3 ou 4 personnes ont à résoudre un problème, c'est vraiment un problème simple de casse-tête logique, par exemple, qu'ils n'arrivent pas la plupart du temps à résoudre seuls, eh bien, ils trouvent la solution très rapidement quand ils sont à 4 ou 5, parce que chacun, ils vont faire fonctionner ce qui marche, c'est-à-dire qu'on va faire apparaître des erreurs. Et on sait que c'est comme ça que avance la connaissance. Éliminer les erreurs. Alors que seul, on a tendance à chercher à montrer que ce qu'on pense, notre hypothèse est la bonne. Or, ce n'est pas comme ça qu'on trouve la vérité. C'est en essayant de trouver quelles sont les hypothèses qui sont fausses. Justement, tu montres que voilà, une solution, c'est en effet l'intelligence collective. Et tu cites l'exemple très intéressant, finalement, des débats citoyens que je te laisse développer. Oui, alors en effet, il y a en traduction politique, alors on sait que ça marche dans les laboratoires de recherche, quand les gens sont bien ensemble et qu'ils cherchent vraiment à trouver, ils sont tendus vers la recherche d'une solution, ils la trouvent beaucoup plus vite dans une équipe scientifique qui fonctionne que tout seul. Mais il peut y avoir des labos ou des équipes scientifiques où ça ne marche pas du tout, parce qu'ils sont dans un tel état de rivalité de carrière, de poste, etc., que ça bloque en fait la vraie délibération. Bon. En matière politique, il y a une expérience qui est tout à fait intéressante, qui est effectivement celle des grandes conventions citoyennes. On a pratiqué probablement plusieurs centaines maintenant, depuis 30 ans en Europe. Donc c'est assez bien documenté, étudié. Je cite dans le livre, par exemple, le récapitulatif qu'avait fait le scientifique français Testard sur ce sujet, et qui montre que des gens qui sont réunis de manière régulière, qui sont tirés au sort et qui sont représentatifs de toute la population, donc d'âge, de classe sociale, d'opinion politique, de préférences religieuses, etc., sont réunis de manière régulière pour avoir à se prononcer très souvent sur des questions d'éthique, sur des questions relatives à l'installation d'une nouvelle technologie, enfin bref, sur un certain nombre d'enjeux de société, avis consultatif, vraiment de rendre un avis sur est-ce qu'il faut faire ça de telle manière ou pas. Et on s'aperçoit que des gens qui ont donc toute cette grande diversité de croyances, d'opinions, de préjugés, etc., sont capables de véritablement délibérer, d'écouter et de se documenter, d'écouter des experts qu'ils auditionnent, etc., de délibérer, et finalement de rendre des avis parfaitement raisonnés, de manière quasi consensuelle, c'est-à-dire avec des taux de majorité très forts, qui peuvent atteindre facilement les 2/3, 70%, etc., ce qui veut dire que des gens qui ont des préférences politiques opposées, des religions différentes, des valeurs différentes, des préjugés différents, des expériences différentes, des niveaux et des classes sociales différentes, peuvent par la délibération s'entendre de manière intelligente sur ce qui leur semble être aller dans le sens du bien commun. C'est-à-dire que momentanément, le biais égocentrique, la lutte des classes, tout ça, est suspendu pour faire place justement à la vraie délibération intelligente qui fait émerger le seul type de vérité qui puisse exister en politique, qui est la vérité qui est dite par des citoyens qui, hors de toute recherche simplement de leur point de vue et de leur intérêt personnel, essaient de discuter honnêtement avec d'autres pour essayer de convenir qu'est-ce qui est notre intérêt
commun. On Alors, on en a eu un bon exemple, finalement sur le climat. Il y a eu cette convention des oui, citoyens sur le climat. Au début, on a dit: «Ouais, c'est encore ça brasse du vent, ça va servir à rien» et on voit que les conclusions étaient extrêmement intéressantes et un vrai plan pour essayer d'améliorer les choses. Mais sauf qu'au final, on a vu que, bah, Macron a tout foutu à la ah poubelle ben et le ça, politique n'a strictement, rien fait. Donc c'est aussi un problème quand c'est quoi alors? C'est la connerie politique aussi cette fois qui n'écoute même plus le bon sens des citoyens? je vais vous dire très honnêtement ce que je pense. C'est que en surface, et peut-être qu'en surface, ça n'est que ça, mais il y a une vérité plus profonde derrière ça. En surface, c'est simplement du marketing politique. Vous avez un gros problème, un grand trouble social, vous l'éteignez temporairement en disant on va faire une grande discussion, un grand débat, ce qui fait que les gens, au lieu d'aller sur les ronds-points, ils vont venir discuter un peu partout, ça va les occuper. Et puis après, on a eu le grand débat, on a eu la même chose pour l'écologie. Et donc, et puis après, bon, on n'en fait rien parce que c'était que de la com, du marketing politique, et après, on passe à autre chose. Ça, c'est en surface, il y a sans doute de ça. Mais il y a une signification plus profonde. Qu'est-ce qui se passe si vous reconnaissez vraiment et que du coup, vous le traduisez dans la politique réelle, que ce qui sort d'une grande délibération d'une assemblée citoyenne, représentatif de la population et non pas de partis et de programmes politiques, propose des choses suffisamment et rigoureusement argumentées et pertinentes pour que le politique dise bah oui, c'est ça qu'il faut faire, donc on le fait. Problème. Vous reconnaissez que d'un seul coup, que la totalité de la manière dont fonctionne ce que nous avons encore le culot d'appeler démocratie, démocratie représentative, etc., sont des institutions totalement dépassées qui ne permettent pas justement la révélation de la vérité collective et du bien commun. Et donc je développe. Il y a aussi des assemblées citoyennes qui ne fonctionnent pas du tout. La plupart, et on garde documentation, sur les assemblées citoyennes, vous savez, locales, pour décider du vote du budget, pour décider de l'implantation ou pas des bassines de réserve d'eau, là, vous voyez, en ce moment. Bref. Et le bilan sur ça est plutôt critique, hein, des chercheurs qui ont vraiment enquêté sur cette question. Pourquoi? Parce que là, on n'est plus dans le débat entre des gens qui ne sont pas en situation de compétition et de rivalité entre eux. Vous êtes dans un débat local où il y a des vrais enjeux d'intérêts locaux. Donc on est dans la compétition des intérêts. Et en général, puisque vous êtes à un échelon local ou régional, en fait, tous les biais qui résultent de la compétition politique régionale ou locale entre les clans, même les clans de village, ressortent à cette occasion. Et puis, comme ce n'est pas organisé de manière systématique sur la base d'un volontariat, vous avez des effets, là, pour aussi de sélection adverse. Ne viennent que ceux qui savent le mieux parler, et qui ont le plus d'intérêt à participer, etc. Et donc, ça ne vous donne absolument pas, on appelle ça démocratie participative, c'est la foire. Et ça ne fonctionne pas, sauf exception, bien sûr. C'est pas ça. Et donc, on voit bien qu'il y a des cadres sociaux. C'est pour ça qu'il faut s'inspirer plutôt des grandes conventions. Ces grandes conventions, elles disent quoi? Citoyennes. C'est pas national. Il n'y a pas d'enjeu politique national ou local. Donc, ce type de rivalité peuvent pas entrer. C'est pas des gens qui vivent ensemble dans des communautés, donc ils sont pas en rivalité de reconnaissance, de machin et de bidule. Donc, on fait éliminer tout le stress justement de la rivalité, de la compétition, ce qui rend stupide et ce qui rend idiot. Donc, première leçon à tenir. Il faut créer des cadres sociaux où cette intelligence collective peut réellement apparaître. Et donc, moi, c'est ce que je dis, c'est la conclusion même du livre. Il faut regarder en face que le fait que notre système de parti de démocratie représentative est un système qui fonctionne à plein sur le biais égocentrique, sur le biais de confirmation, sur tous ces biais cognitifs, et qui interdit l'intelligence collective. Un parti politique, c'est quoi? Un parti politique, c'est un mouvement, une équipe de gens qui, en général, pensent tous la même chose, ou à peu près, parce que sinon, ils ne seraient pas dans le même parti. Donc, exposition sélective. On ne discute qu'entre gens qui ont les mêmes principes, les mêmes valeurs et les mêmes programmes politiques, et qui n'ont que des rivalités de postes et de personnes, ce qui fait singulièrement augmenter le taux de bêtises à l'intérieur des partis politiques, et qui, pour gagner, pour avoir des électeurs, doivent représenter une certaine fraction de la population. Donc le travail même dans la démocratie représentative d'un parti,
c'est d'essayer de convaincre une part suffisante de la population, mais une part seulement. Vous allez avoir des hommes politiques qui vont être entraînés et qui vont passer leur temps à représenter un certain point de vue quand ils se retrouvent au Parlement pour débattre, là où on fait la loi. Le lieu où on devrait débattre, de chercher dans l'intérêt commun, quelle est la loi, la règle qui va dans l'intérêt commun. Chacun est encore dans la représentation de ce point de vue, donc de ce biais égocentrique. Pourquoi ? Parce que la réélection et le maintien au pouvoir dépendent de la capacité à continuer à représenter cette fraction suffisante de la population. Et en plus, les modalités du débat, puisqu'il n'y a que des enjeux de place, de personnes, et ce qui déploie tous les réflexes de stupidité qui sont liés à la compétition, à la rivalité entre les gens. Et on voit bien ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et donc, et pas seulement chez nous, partout. Donc dans des systèmes où, parce qu'un amendement vient de gens de l'opposition, même si en fait on est d'accord avec l'amendement, on refusera l'amendement parce qu'on ne va pas reconnaître que les autres ont raison. Enfin, bon. Donc on a un système de démocratie représentative qui est une véritable usine à bêtises, une usine à conneries politiques. Et donc, vous voyez bien le problème, c'est qu'il faudrait en effet développer le modèle de la sélection par tirage au sort d'assemblées citoyennes qui vont avoir un vrai pouvoir de délibérer, mais pas seulement sur des questions générales pour donner un avis, mais pour décider. Pour dire, eh bien voilà, nous, les 600 personnes tirées au sort et qui ont accepté de venir et donc qui représentent la population, mais pas d'une manière partisane. C'est un État voilà, aléatoire et qui sont disposés à, pendant 1 an ou 2 ans, suspendre leur activité, évidemment rémunérés, indemnisés, ayant les conditions qui leur permettent et la garantie de pouvoir retrouver leur activité après. Vous allez faire la loi. Si vous allez délibérer entre vous avec tous les moyens nécessaires, comme ça existe déjà, hein, d'appareils administratifs autour pour apporter la documentation, faire le travail, etc., pour délibérer et pour décider. Ce qui n'enlève pas le rôle des partis politiques. Mais un rôle de partis politiques qui, du coup, deviennent des partis politiques ou qui rassemblent des gens qui, eux, sont intéressés par la proposition de programmes. Et donc, qui, du coup, sont vraiment intéressés par la recherche de la vérité, puisqu'ils ne peuvent plus accéder au pouvoir. Vous ne pouvez plus attirer des gens qui vont être en compétition pour le pouvoir. Vous ne pouvez attirer que des gens que ça passionne de discuter de la bonne politique économique, de la bonne politique sécuritaire, etc. Et donc, vous aurez la même diversité en fonction des valeurs, des préférences. Vous aurez la même diversité d'expression et de recherche. Ça, c'est le rôle des partis politiques. Et leur rôle ne doit pas être d'être une usine à envoyer des champions dans un truc où on continuera d'être dans la bataille des champions au lieu de faire la véritable délibération. Donc ça, c'est une piste fondamentale. C'est un projet politique ambitieux et complexe. Le cadre social qui permet que la délibération se passe dans ces conditions qui sont idéales pour la recherche mais un projet aussi éducatif, générationnel, un véritable projet de civilisation, car ce n'est pas le tout d'avoir une belle cathédrale institutionnelle nouvelle qui crée les conditions, il faut que la cathédrale soit pleine de citoyens, c'est-à-dire de gens qui étaient aussi éduqués depuis longtemps à ce goût-là, ce goût de la discussion, de la vraie discussion, de la vraie délibération pour décider ensemble, le vrai goût du respect de l'autre, y compris quand on est différent, y compris quand on n'est pas d'accord. Ça, c'est des trucs qui commencent à s'apprendre à la crèche, puis à l'école primaire, puis à l'école secondaire, avec à chaque étape l'apprentissage justement de la vie et de la discussion avec autrui, de la décision commune à chaque âge, pour ce qui relève de ce qu'on est capable de décider à chaque âge. Alors si vous faites ça sur une génération, vous avez effectivement à 18-20 ans, vous avez une génération de citoyens, de gens qui ont le goût de la délibération intelligente, qui ont le goût de la recherche de la vérité. Mais si vous ne fabriquez que des générations de gens qui passent 3 heures par jour sur leur smartphone à chercher des news ou des stories sur les réseaux sociaux, qui croient qu'il n'y a plus aucune vérité qui vaille mieux qu'une autre, et qui sont
inondés de tissus de fake news, de bêtises en permanence, qui sont abrutis dans un monde qui est devenu de toujours encore plus un monde de rivalité où leur but, de toute façon, s'ils font des études, c'est d'être le meilleur, c'est d'avoir les places pour avoir les postes, etc. Si vous continuez à les faire grandir dans un monde où, par ailleurs, ne compte que la rivalité pour être le premier, ça vous fera des générations d'abrutis. Et donc, on peut craindre qu'avec des générations de plus en plus abrutis, même si un jour on décidait de faire ces assemblées citoyennes, ça tourne au vinaigre, vous comprenez? Donc, c'est compliqué. Voilà, hein, ce n'est pas une solution simple, mais je vois pour moi la seule piste d'avenir de la démocratie. Alors, dans ton livre, tu traites longuement du cas Macron. Il y a un exemple qui est assez interpellant par rapport finalement à l'objet de ton livre. Tu as fait une présentation très intéressante qui est le vote Macron par catégorie. Et ça, on en a beaucoup parlé. On a dit, ah bah voilà, les cadres, ils votent beaucoup pour Macron, évidemment moins les ouvriers. Mais par contre, tu ramènes ça en voix réelle, parce qu'évidemment que les cadres ont voté plus pour Macron, mais en fait, les cadres, il y en a beaucoup moins que les ouvriers et les employés. Et donc, sur ce graphique-là, on a mis le vote en voix effective, puisque Macron en 2017 a eu presque 9 millions de voix, presque 10 en 2022. Donc en haut, on a mis la présentation habituelle avec les catégories dont les retraités. On sait que beaucoup de retraités ont voté Macron, mais derrière, on peut retravailler en disant oui, mais le retraité ouvrier, en fait, il faut le compter comme un ouvrier. Et donc, on a les deuxièmes lignes à chaque fois qui permettent de voir, suivant les grandes catégories, comment le vote s'est porté. Et on se rend compte que finalement, c'est pas les riches qui ont voté majoritairement pour Macron, en tout cas en termes d'apport de voix. C'est les classes moyennes déjà, c'est les enseignants, et que quand même, il y a plus de 3 millions d'ouvriers et d'employés qui ont voté Macron, non seulement en 2017, mais aussi en 2022, en ayant vu les conséquences de sa politique. On voit d'ailleurs que pratiquement dans toutes les catégories, il y a plus de voix pour Macron au premier tour en 2022 qu'en 2017, malgré 50 politiques où quand même on a bien compris ce que ça donnait. Et toi, justement, tu as une analyse un petit peu provocatrice où tu dis, regardez, finalement, ça montre que Macron, c'est peut-être pas tellement le président des riches, il y a autre chose, quoi. D'où ton propos. Oui, ça montre plusieurs choses. Ça montre, en effet, c'est pour ça que j'ai un chapitre là-dessus, c'est important, parce que pour crédibiliser l'idée qu'il faut suivre la piste de la bêtise pour comprendre que des politiques malveillantes, de fait, pour le plus grand nombre, persistent aussi longtemps, euh, eh bien, il faut faire un sort justement au biais d'attribution systématique qui consiste à dire que si des hommes politiques font une politique qui est mauvaise pour le plus grand nombre, c'est que c'est des méchants ou voire des salopards qui sont au service d'une classe dominante et qui se fichent pas mal de l'intérêt commun. Et donc, on va dire, ce qu'on a dit pour Macron, c'est le président des riches, il fait une politique de classe, c'est normal, c'est sa classe et il défend les intérêts. Et ce que je dis, c'est que si par président des riches, on entend le fait qu'il fait une politique pro-riche, effectivement, c'est une banalité, c'est une évidence, c'est une trivialité, etc. Mais si cette expression doit avoir un sens réel, c'est-à-dire que c'est un diagnostic sur ce qu'est l'origine, la nature de son pouvoir et les motivations qui l'animent, c'est-à-dire dire qu'il est là grâce au pouvoir des riches, à leurs moyens, au vote des riches, au soutien des riches, et que du coup, délibérément, il est leur envoyé, en quelque sorte, leur représentant. Et donc, délibérément, en tant que représentant de ces riches, il est obligé de faire une politique pour riches. Alors, c'est autre chose. Parce que ce qu'on constate, en effet, c'est que c'est juste faux. C'est-à-dire que, on constate qu'il n'est pas le candidat préféré des riches, parce que là, on voit le vote Macron, mais après, il y a ce que j'analyse dans le bouquin, le vote pour les autres, y compris pas seulement pour ces élections, mais avant, et on s'aperçoit que les vraiment plus riches, c'est-à-dire les cadres supérieurs, ceux qui ont des revenus plutôt dans les 5 ou 1% supérieurs, préfèrent toujours très très largement la droite, les candidats de la droite traditionnels aux candidats centristes et aux candidats, et en l'occurrence en 2017, au candidat Macron. Donc le candidat préféré vraiment des riches, c'est absolument pas lui. Qu'il n'est pas lui, il n'est pas élu grâce au vote de ça, mais aussi très très largement et principalement même, en tout cas en 2017, par la masse que représentent les ouvriers, les employés, les classes intermédiaires. C'est plus de la moitié de son électorat. Et vous ne pouvez pas dire que c'est le président des riches. Bref, donc ça montre ça. La deuxième, justement, explication, surtout quand on voit que le coup d'après, ça augmente, ça nous dit quelque chose aussi du côté des électeurs. Parce que, bien évidemment, c'est là qu'on va se dire, ah oui, donc, ça implique donc que si Macron
fait cette politique alors qu'en fait, il n'est absolument pas soutenu. Sa politique, par exemple, de baisse de l'impôt sur la fortune, la suppression sur la fortune financière, ça profite qu'à 200 000 personnes, à personne, à rien du tout. Bon. Donc, la part des gens qui profitent vraiment des mesures qu'il a prises, et même si on prend les actionnaires et les directeurs généraux ou d'usines des grands groupes, on pourrait les assimiler comme à des alliés du capital, mais c'est des broutilles. Donc ça représente une infime partie de la population, et pour l'immense majorité des autres, ça leur apporte rien, mais en revanche, ça implique des politiques qui ont des effets de nuisance. Bon, ils votent quand même, ils l'élisent quand même en 2007, et ils l'élisent en 2022, et même ils sont encore plus nombreux à aller voter pour lui. Et sur tous les sujets, les types de politiques qu'il a mis en place, toutes les enquêtes donnent toujours une majorité de gens qui sont hostiles à ces politiques, toutes les fameuses politiques de l'offre, de flexibilité, de machin. Bon. Et à l'arrivée, ils sont encore plus nombreux à le préférer. Ce qui montre que ce n'est pas la grille de lecture président des riches qui est le représentant, qui défend les intérêts de classe, c'est pour ça non, c'est pas pour ça qu'il est au pouvoir. Absolument pas. Il est au pouvoir parce qu'il a la bonne position dans ce moment historique centriste, à un moment où il y a un effondrement de la gauche traditionnelle, et donc du coup une division de la gauche qui ne peut pas être unie, puisqu'il y a une gauche centriste, un peu de droite, qui finalement a été récupérée. La moitié des électeurs de Hollande sont partis chez Macron, donc qui va être mangé par ce centre macroniste. Et pour 2017, une partie de la droite qui disparaît, parce que finalement Macron a plutôt l'image d'un homme qui va mener une politique, sur le plan en tout cas économique et sociale, qui est plutôt une politique du centre ou de droite, donc il ne les ferait pas. Et en plus, en 2017, ils avaient quasiment plus de candidats peu de temps avant l'élection. Mais ça se renforce après, parce qu'on est encore dans la même logique et le même positionnement, et qui s'est aggravé du fait qu'il y a de plus en plus un rejet de la politique. Et quelque part, le fait que la situation s'aggrave, qu'on est dans une situation de crise qui devrait ne pas profiter, je dirais, aux candidats sortants, mais il fait aussi que vous avez une polarisation de plus en plus, et ça c'est du côté de l'opinion, de la population, qui est la réaction justement de type spontané de notre esprit, et non pas la réaction intelligente, qui n'est pas de voter et en fonction d'une réflexion bien pesée sur ce qui est dans notre intérêt, à partir d'une analyse minutieuse des programmes, de l'historique, des représentants que l'on va élire, etc., pour faire un choix en connaissance de cause, mais qui est un vote d'émotion, un vote de première impression, un vote de réaction. Et ce qui est frappant, ce qu'on voit dans l'analyse, c'est vrai en 2017, et ça l'est probablement encore plus en 2022, c'est que c'est d'abord des votes contre. Donc effectivement, ça s'aggrave, mais ça montre bien que ce n'est pas le président des riches. Et c'est un président, moi je dis un peu, c'est drôle, mais il y a une vérité, plutôt roi des imbéciles, pour dire qu'il est élu très massivement par des gens, et qu'il le renvoie, qui souffrent de la politique qu'il met en place. Ce qui montre bien que le moteur de la décision et du choix politique, ce n'est pas du tout la réflexion rationnelle. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je te remercie. Je vais te poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? Je pense, moi, à un album que j'ai découvert récemment, d'un groupe algéro-québécois ou algéro-canadien qui s'appelle Labès. C'est le nom du groupe. Labès, vous savez, en arabe, ça veut dire ça va. Tu vas bien, Inta Labès, et toi, ça va. C'est la première chose qu'on se dit quand on se rencontre. Voilà. Et le titre de l'album, c'est Yemma. Yemma, qui est une façon de dire maman. Voilà. Et donc, c'est un album qui a été écrit par le leader du groupe en hommage à sa maman disparue, et grâce à qui il a pu devenir ce qu'il est devenu, etc. Et alors, c'est un album absolument magnifique. Moi, je l'entends nulle part. Je l'ai découvert par hasard. Je ne le vois nulle part. Et ce que j'apprécie tout spécialement là-dedans, c'est le côté métissé, justement, à la fois du genre musical comme de la composition du groupe. C'est très beau, c'est très rythmique. Ça mélange, ils chantent en arabe, ils chantent en français,
ils chantent en espagnol. Enfin, je veux dire, c'est multiculturel, c'est multigenre, ça mélange de la musique orientale, des rythmes andalous, enfin, c'est très varié. Et c'est d'une beauté, et avec des textes qui sont absolument magnifiques. En plus, il y a les textes qui sont traduits lorsque ce n'est pas en français. Et je voulais, c'est un peu à l'image, pour faire un vague lien avec la discussion que nous avons eue, à l'idée que je me fais justement des vertus du pluralisme. Voilà. Pour moi, la bonne société, c'est la société métissée, où on peut faire dialoguer comme ça, justement, les cultures, les personnes, les origines, et que tout le monde y trouve son compte et ait plaisir finalement à vivre ensemble.